a lancé une série de 3 conférences autour de ChatGPT, vu l'enthousiasme, et en tout cas une sorte de fascination-répulsion simultanée qui a généré ce type d'outils. Notre idée, c'était d'essayer d'en parler le plus justement possible. Donc il y a eu une première conférence qui a été faite par François Grondin, que je vous encourage à revoir si vous ne l'avez pas vu, qui présente vraiment comment fonctionne ChatGPT, puis il le présente de manière très pédagogique, je dirais pas simple, parce que ce n'est pas simple, mais en tout cas, il a fait un effort qui nous permet de vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vous invite à le revoir si jamais ça vous intéresse. Donc, cette deuxième conférence, je vous laisserai vous présenter, mais l'idée, c'était plus de questionner son usage du point de vue de l'université. Donc, c'est quoi la position aujourd'hui de l'université par rapport à ça, que l'on soit professeur, étudiant, chargé de cours, etc. Donc, il y a une position, on va dire, officielle, mais il y a aussi tout un courant de personnes qui sont dédiées à la formation, qui s'interrogent sur comment on peut introduire l'IA dans la formation aussi. Donc c'est l'objet de l'exposé des 2 personnes qui sont ici, qui se présenteront un peu mieux que je vais le faire. Et ensuite, François et moi, on ouvrira la discussion un peu plus largement sur les enjeux éthiques que pose actuellement ce type de développement. On n'entrera pas dans le détail, évidemment, puisque le temps est trop court, mais on vous présentera un petit peu là où on en est dans notre réflexion aussi en cours sur ce type d'outils qu'est l'IA générative et autres. Pour vous rappeler aussi que ces conférences sont organisées dans le cadre d'une subvention Prompt, qui est donc une subvention qui travaille sur le développement de l'IA, depuis la recherche fondamentale jusqu'à ce que nous on appelle la mise en société, donc travailler avec des industriels et tout ce qui est ensuite le développement en vue d'aller sur des marchés. Quoi dire d'autre Voilà, nous y sommes. Oui, et moi je suis pas stressé parce que je suis en train de vous montrer comment j'ai de la misère avec la technique. T'étais rendu où? Je suis rendu que j'ai tout dit là. Ah non, on remercie le CAS de nous aider à organiser, puis Christelle aussi qui était là, donc du LN2, qui nous aide à organiser ces conférences. Puis Nicolas à la caméra aujourd'hui. On a Jean-Sébastien Dubé, Alexandre Alaise qui vont se présenter à vous, mais avant que vous commenciez, on va vous céder nos micros. Merci beaucoup. Donc, Jean-Sébastien Dubé, officiellement, mon nouveau titre, c'est conseiller à la valorisation de l'innovation pédagogique. Je pourrais vous expliquer en détail, si vous avez envie, ce que ça veut dire, mais pendant une quinzaine d'années, je me suis occupé, entre autres, de coordonner la cellule de veille pédagogique du service de soutien à la formation. Donc, l'idée, c'était de savoir ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, bien sûr, mais en Europe, ailleurs dans d'autres universités québécoises, dans les meilleures façons d'enseigner, trouver les bonnes pratiques, puis les partager avec le personnel enseignant d'ici. Alors, c'était beaucoup ça, mon rôle. Alexandra, tu veux dire un mot sur qui tu es? Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alexandre Alaise, je suis conseillère pédagogique du service de la formation, déléguée à l'école de gestion. Je travaille à l'école de gestion depuis plus ou moins 3 ans, donc, puis à l'université depuis une dizaine d'années. C'est peut-être une petite mention intéressante quand même. Le service de soutien à la formation, ces dernières années, s'est déployé vraiment dans les facultés, les centres. Alors, en plus d'avoir des gens au central, maintenant, on a des conseillères pédagogiques dans à peu près toutes les unités, ce qui permet, vous comprenez, d'avoir une perspective terrain qui est importante. Je ne vous le cacherai pas, nous, on a l'habitude de parler souvent à des profs, des chargés de cours. Je suis très content qu'on parle à des étudiants. Si tant est que, pour nous, formation, ça inclut l'encadrement aux études supérieures. Alors, puis votre point de vue est inestimable. Je reviens d'une réunion à Montréal, vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, la grande messe de l'IA. Là. Bon, ça valait ce que ça valait, mais pour prendre le pouls un peu de là où les gens sont, c'était pas mal. Et une des choses qui revenait beaucoup, c'est qu'on n'a aucune donnée sur ce que les jeunes au Québec font avec ces IA génératives. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Alors oui, des Vox Pop, puis le Journal de Montréal qui dit « Mon Dieu, la triche », là. Mais au-delà de ça, quel est l'usage réel? On ne le sait pas. On nous a demandé, entre autres, de vous parler de la position institutionnelle qui a été prise par rapport aux IA génératives, ce qu'on va faire, ce que je vais m'apprêter à faire, notamment parce qu'on a contribué, à la demande, bien sûr, du vice-rectorat, à la bâtir, à la préparer, à mettre de l'avant, en tout cas, certaines règles directrices dont on avait besoin, nous, entre autres, pour faire notre travail. Si on veut être capable d'accompagner la communauté là-dedans, le personnel enseignant, bien, on a besoin d'avoir une idée de où on s'en va.
Alors, juste sans vous faire un long topo chronologique, quand même vous dire qu'on n'a pas été complètement surpris, nous, de ce qui est arrivé au mois de novembre. Ça faisait une dizaine d'années qu'on faisait de la veille sur les IA, de façon plus large, pas les IA génératives en particulier, mais notamment sur ce que ça changeait au niveau des professions et donc ce que forcément ça devait changer au niveau de la formation supérieure. Et ce que ça pouvait changer sur le métier d'enseignant. Je ne suis pas sûr qu'on avait, même dans nos rêves les plus fous, pu entrevoir tout ce que ça supposait, mais on regardait. Vous dire quand même que, bon, il se passe quelque chose fin novembre 2022. La vice-rectrice est inondée d'appels dans les fins de semaine qui suivent et nous demande de préparer un dossier, ce qu'on va faire pour le Conseil des études qui va se réunir en janvier. Conseil des études qui, donc, dans les instances universitaires, c'est notamment eux qui décident des programmes puis tout ça. Et c'est eux qui vont déterminer le 25 janvier, en tout cas, au moins 2 grandes orientations qui sont fondamentales pour la suite. On ne l'interdira pas. Alors qu'en Europe, déjà à l'époque, ça commençait à dire Sciences Po disait nous, on n'en veut pas, on ne veut pas toucher à ça, etc. Des commissions scolaires américaines aussi disaient la même chose. Et l'autre chose, c'est on ne va pas investir massivement dans la détection, comme ce qui a pu être fait peut-être avec Turnitin pour le plagiat, par exemple. Et ça, je pense que, bon, très rapidement, ça va nous montrer à quel point l'université était bien avisée de ce côté-là, parce que, bien, vous avez peut-être compris, là, mais c'est une course technologique qui finirait plus, là. Il y a déjà des logiciels qui permettent d'empêcher de détecter l'indétectable, en tout cas, vous comprenez. Fait que... Mais donc, c'est le 1er février que la vice-rectrice, dans un courriel, dit « Je veux que le service de soutien à la formation prépare un plan d'action et je veux qu'il y ait des actions avant l'été. » Bon, on est un peu saisi par la chose. Mais donc, l'énoncé institutionnel que je vais vous présenter, on a eu le droit, entre guillemets, officiellement, là, une fois qu'il a traversé dans les instances. Donc, il y a eu des échanges entre nous et la vice-rectrice. Le Conseil des études l'a vu, l'a approuvé. Le Conseil de la recherche l'a vu, l'a approuvé. Le comité de direction a trouvé que ça fonctionnait. Et donc, ce que je vous présente, c'est un peu le fruit de ces délibérations-là, mais qu'on a eu le droit de présenter seulement le 27 avril dernier. Alors, il y a à peu près 3 semaines, cet énoncé-là, il faut voir. Mais déjà, ça se promène. Donc, si tu veux... Bon, alors, je vous en fais... je n'en ferai pas la lecture. Vous pouvez le trouver, donc. Il y a maintenant sur le site... il y a une adresse web plus courte que ça. Si vous allez SSF, onglet enseignement, il y a une section intelligence artificielle. Puis, bon, mais ça, c'est l'adresse précise du PDF, là, mais si vous allez dans la section intelligence artificielle de notre site web, l'énoncé, puis en fait, la plupart de nos documents sont là. Donc, je ne vous le lis pas, mais je vous résume quelques grands aspects. S'il te plaît, Alexandra, prochaine diapo. Donc, en gros, on rappelle certaines dimensions de la vision, de la mission et de la volonté de l'université. Donc, promouvoir le savoir critique, la quête d'une nouvelle connaissance, la volonté d'être une grande université humaine. Vous comprendrez que c'est le mot « humaine » qui est important quand on parle d'intelligence artificielle. Et la vision de former des citoyens responsables. Bien sûr, le mot de responsabilité, on va en parler souvent. Vous avez compris aussi, la position générale, c'est oui, on y va vers l'IA, mais pas n'importe comment. Alors, ce que l'énoncé dit, vous voyez, ça va servir à quoi pour nous? Bien, encore, l'autre aspect, je pense, qui est important, c'est de dire, d'abord, on ne parle plus de ChatGPT, on parle des IA. Parce qu'on sait que dans quelques mois, on va peut-être parler de Bard, on va parler d'autres choses. On ne parlera plus de ChatGPT. Mais des IA, sans doute, d'après moi, on est pris pour quelques années avec ça. Donc, puis l'autre chose qui est importante pour nous, c'est que c'est un énoncé par rapport aux IA en formation. Ça peut être autrement en recherche ou ailleurs. Ceci dit, le Conseil de la recherche a trouvé que ça faisait son affaire du côté de formation, en tout cas. Donc, pour soutenir l'apprentissage de l'enseignement, ça nécessite une approche réfléchie, ça, je pense que... on veut que ce soit fait de manière judicieuse, critique et éthique. C'est des mots qui reviennent à plusieurs reprises dans l'énoncé. Dans le respect des règlements universitaires en vigueur, ça, on nous a demandé de l'ajouter, mais je pense que ça va de soi. Et on considère que on veut que ça soit utilisé de façon compétente dans diverses situations et contextes. L'idée, en gros, c'est que l'université est consciente qu'en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant que professionnel, les gens vont avoir à s'en servir. Donc, l'idée, c'est bien, on va essayer d'accompagner ce développement-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, si tu veux aller à la prochaine, il y a 3 grandes orientations. Donc, faire connaître le fonctionnement général des IA, leur potentiel, leurs limites. Alexandra va vous en parler tout à l'heure un peu. Encourager les membres de la communauté à se familiariser avec les différentes applications des IA.
Il y a plusieurs IA généralistes, je dirais, mais il y a aussi de nombreuses IA spécialisées. Et donc, forcément, par domaine disciplinaire, bien, il va y avoir des IA différentes à apprendre. Et ça, je pense que c'est peut-être ça qui, en tout cas, qui en fait frémir certains, mais c'est vers ça qu'on veut aller. Pour nous, c'est vraiment l'horizon lointain, mais vers lequel on doit tendre, c'est l'intégrer progressivement dans les parcours d'études. Il y a des gens pour qui c'est évident, mais je peux vous dire que je disais à certains early adopters qui me disaient « ça va pas assez vite, ça va pas assez vite », je disais « pour toi qui mets la pédale sur l'accélérateur, j'en ai 200 qui mettent les 2 pieds sur le frein, qui trouvent que ça va trop vite. » Alors, simplement pour vous dire, on a parlé d'un plan d'action. Au service de soutien à la formation, on a mis de l'avant une douzaine, quinzaine d'actions qu'on veut faire d'ici les 3 prochaines années. Ça va forcément se faire en continu, c'est quelque chose qui va être adaptatif. Mais donc, par rapport à chacune de ces orientations-là, déjà, il s'est donné 6, il me semble, ateliers de démystification. Ça s'appelle « Démystifier ChatGPT ». Il y a à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais on était rendu à 186 personnes qui avaient participé à ces ateliers-là. Et d'ici la fin du mois de juin, il y aura 9 autres dates. Donc, on prévoit monter à peu près à 350 personnes qui devraient avoir suivi l'atelier. Des conférences, il y en a une qui a été donnée hier. On avait la chance d'avoir à Sherbrooke un spécialiste, en fait, quelqu'un qui est titulaire de la chaire UNESCO, Intelligence artificielle et ressources éducatives libres. Et donc, en tout cas, je dirais qu'il a élargi notre perspective. Bon, ce qui se passait en France, mais aussi sur ce que l'UNESCO veut faire, sur à quel point lui fait partie des signataires de la fameuse pétition qui a circulé là, par Yoshua Bengio, Elon Musk et plein d'autres. Lui nous a dit « je ne signe jamais rien ». Et là, celui-là, je l'ai signé tout de suite. Parce que lui fait partie de ceux qui trouvent que ça va trop vite, qu'on a besoin de ce pas de recul. Ça, c'est déjà disponible, guide de réflexion sur l'évaluation. Donc, on a 3 collègues qui ont bâti un guide parce qu'évidemment, les premières questions que les enseignements nous demandent, c'est comment j'évalue maintenant. On sait qu'il y a à peu près 80-90% des évaluations à l'université qui sont faites sous forme écrite. Alors, évidemment, une machine qui génère du texte, ça peut causer des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'évaluation? Bon, il y a un certain nombre de réflexions, de trucs. Alors, c'est plus un guide pour repenser son évaluation, mais par étapes, je dirais. On veut mettre de notre côté les conseillers pédagogiques, mais quand on dit les conseillers pédagogiques, nous, bien sûr, au SSF, c'est des conseillers pédagogiques, mais il y en a, je vous le disais, dans les unités, mais il y a aussi des personnes à l'université partout qui ont soit le titre de conseiller pédagogique, soit qui ne l'ont pas, mais qui, dans les faits, font ça, sont près du personnel enseignant, les soutiennent. Alors, on a invité une centaine de nos collègues à une première rencontre qui va avoir lieu le 15 juin. Et l'idée, c'est de créer une communauté de pratique avec ces gens-là, partager les bons coups, mais aussi les bonnes et les moins bonnes expériences, que ça nous soit ramené au central pour qu'on puisse les diffuser. On aura vraisemblablement à l'automne, on commence à faire des essais, un atelier de type plus bac à sable. Dans notre jargon, ça veut dire qu'on va se servir de la machine, puis on va probablement demander aux participantes de faire des choses avec. Alors, on veut avoir des animateurs qui l'auront essayé, bien sûr, et qui vont lancer un peu des défis aux gens qui vont être là, de dire, bien, essaie de lui faire un plan de cours. Est-ce que tu as pensé de lui demander de créer des activités pour ceci, pour cela, etc., pour vraiment que des enseignants voient qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et puis, bien sûr, on mène une veille spécifique là-dessus. Je vous disais, ça fait une dizaine d'années qu'on veille sur ça, mais là, bien sûr, plus spécifiquement, on est sur les IA génératives et on aura un bulletin spécial qui va sortir au mois d'août, avec notamment des réflexions de différents membres de la communauté. On a des spécialistes à l'Université de Sherbrooke sur l'IA dans tous les domaines. Il y a des personnes qui s'intéressent aux aspects légaux. Il y a des personnes qui s'intéressent aux aspects éthiques. On l'a dit, bien sûr, on a des spécialistes de la machine, même comment ça marche en sciences, en génie, etc. Donc, entre autres, François Gondin sera une des personnes qui sera interviewée dans ce cadre-là. Alors, on veut les interviewer, on veut vous parler de ce qu'on fait, oui, mais aussi de ce qui se passe un peu partout. On veut vous présenter un tableau comparatif de plusieurs IA qui existent, avoir une idée de ça, c'est leur force, c'est leur faiblesse. Voilà. Et finalement, bien, au-delà des ateliers de démystification qu'on a donnés, on se dirige, nous, vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner le personnel enseignant à repenser comment ils enseignent. Parce que c'est un changement de posture qui est important, ultimement. Et on veut les amener à ça. Alors, à partir de l'automne, il y aura ce type d'atelier-là, vous comprenez, qui est un petit peu plus costaud, un peu plus compliqué à monter. Par ailleurs,
Ces experts-là, on veut les réunir. L'expression de l'université, c'est fédérer les expertises. Là. Moi, j'aime pas cette expression-là. Mais l'idée, c'est de se constituer un genre de comité de sages, d'avoir des gens donc, qui connaissent ça, de les mettre ensemble autour d'une table, puis leur demander de nous dire, comme université, comment on devrait se positionner, comment on devrait notamment repenser nos programmes de formation. C'est quoi les fondamentaux de quelqu'un qui va vivre en 2030, en 2040, avec des IA partout autour? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Et évidemment, au fur et à mesure que les bons coups vont arriver, les difficultés aussi, les défis que ça va poser, on veut les répertorier puis bâtir une banque de stratégies pédagogiques qui deviendrait disponible. Et que ça ressemble à ça pour, je dirais, des actions plus concrètes. Comme je disais, c'est toujours en mouvement. On regarde ce qui se passe, on essaie de se tenir au courant de ce qui se passe dans d'autres institutions aussi, comment les gens s'en servent. Ce qui est sûr, c'est que, je dirais plus que jamais, le temps joue contre nous. On n'a pas beaucoup de temps pour se revirer de bord. Ceci dit, on l'a connu avec la pandémie, où là, vraiment, il y a plein de gens qui ont dû basculer à distance en une fin de semaine, ni plus ni moins. Ceci dit, la pandémie, on savait que c'était temporaire. Et à partir du moment où cette boîte de Pandore-là est ouverte, on ne revient pas en arrière. On ne pourra pas dire « Ah oui, bien, pour 3-4 ans, on s'occupe de l'IA, puis après, ça va finir. » Non. Et on s'aperçoit, puis ça faisait partie des discussions qu'on avait hier avec M. de la Higuera, que c'est notre rapport même à la connaissance puis à l'apprentissage qui est remis en question. Est-ce que ça vaut la peine d'apprendre quand j'ai une machine? Bon, là, on sait, elle fait des erreurs, tout ça, mais on se doute qu'elle va se perfectionner. Déjà, on parle de deuxième génération où les réseaux neuronaux seront mis en commun avec les IA génératives. Et là, on risque d'avoir des réponses encore plus précises. Bard, apparemment, lui, cite ses sources, que ChatGPT ne fait pas. Donc, quand il te sort de l'information, il te dit d'où il l'a prise. Alors, la question, donc, au niveau de la motivation, c'est embêtant. Je vais laisser Alexandra poursuivre, puis on pourra, évidemment, j'espère pouvoir en discuter avec vous après. Parfait, excellent. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, excellent. Donc, je vais reprendre un petit peu les paroles de mon collègue, puis je voudrais vous expliquer ou partager les pourquoi de ces actions-là. Pourquoi de ces actions que mon collègue vient de nommer, avoir un énoncé des principes, organiser des ateliers, s'informer, se sensibiliser. Puis l'idée, c'est vraiment que face à l'émergence de ces outils-là, on sait que la discipline de l'intelligence artificielle n'est pas une nouvelle discipline. Cependant, l'accès à ce type d'outils-là, on les voit de plus en plus, c'est-à-dire à partir d'une interface conviviale, on peut utiliser notre langue pour communiquer puis obtenir une réponse de la part de cette intelligence-là, de cette intelligence générative-là. Donc, on le voit dans le énoncé des principes, on reconnaît les potentiels, mais on peut aussi penser aux défis. Il y a un énorme potentiel de l'intelligence artificielle pour l'éducation, mais il y a aussi des défis qui sont associés avec l'utilisation. Puis, si on vise une utilisation responsable, une utilisation éthique, puis si on veut vraiment tirer profit de ces potentiels-là, il va falloir être sensible aux défis. Lorsqu'on parle de potentiel, sachant qu'on pourrait, là, ici, on a mis quelques exemples. Probablement, vous connaissez déjà, vous avez entendu parler. Donc, il y a des exemples d'utilisation, pas nécessairement de ChatGPT, mais de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles, lorsqu'on va les introduire ou les mêler avec d'autres outils ou dans un contexte d'enseignement ou d'apprentissage. On sait que, bon, on parle beaucoup de la possibilité d'adapter, d'offrir des parcours d'apprentissage adaptés, de répondre aux besoins spécifiques des gens qui utilisent ce système-là, d'utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter un petit peu notre intelligence à nous lorsqu'on l'utilise correctement en tant qu'assistant. Il y a aussi tous les aspects qui concernent l'analyse, les traitements, l'interprétation des données pour ensuite proposer des parcours plus adaptés ou voir prédire comment va se passer l'apprentissage.
Il y a des aspects qui sont en lien avec une utilisation, une assistance à la recherche, puis on voit de plus en plus des gens qui vont publier des articles, on utilise plusieurs technologies basées sur l'intelligence artificielle pour mener à temps la recherche. Pour mener des recherches. Une des choses que nous disait, par exemple, Colin de la Higuera hier, c'est qu'en Finlande, par exemple, Google n'a jamais été bien traduit en finlandais. Mais ChatGPT, oui. Alors, ils utilisent ChatGPT comme moteur de recherche en finlandais. Il y a aussi, c'est sûr qu'il y a le développement des nouvelles expériences, alors qu'on va marier différentes technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, alimentée par l'intelligence artificielle. Puis, j'ai mis quelques exemples ici. Il y a aussi tous les aspects qui sont en lien avec le développement du Torah contextualisé. Puis, un exemple que j'ai trouvé très intéressant cette dernière semaine, c'est du côté de Khan Academy. On propose déjà une assistante pour les étudiants, donc c'est-à-dire un chatbot. Lorsque je suis sur la plateforme en train d'apprendre quelque chose, en train d'écouter une vidéo, le chatbot va poser des questions, va m'amener à réfléchir, d'une certaine façon, va assister d'une certaine façon mon apprentissage, donc le rendre moins passif que lorsqu'on est sur un MOOC en train de lire ou d'écouter des vidéos. Donc vraiment, ça amène un petit côté d'interaction. J'ajouterais que souvent, il y a des enseignants qui se sentent menacés, évidemment, par le vu de ça, mais une des choses qu'on nous rappelait beaucoup hier, entre autres, c'est le fait qu'il y a aussi un manque cruel de personnel en enseignement. Alors, il y a peut-être là une possibilité, on parlait de la notion de tuteur personnalisé ou tout ça, en tout cas de permettre à des gens qui ont peut-être besoin davantage d'assistance que le cours magistral, là, une personne pour 200, d'avoir une machine comme ça qui donnerait de bonnes réponses, ceci dit, ça pourrait être aidant. Donc, tu vas nous parler des défis, Alexandra? Oui, effectivement. Donc, on a parlé de potentiel, puis comme je vous ai dit, on a nommé quelques exemples. On pourrait passer plus de temps sur les sujets, mais il y a des défis aussi, des défis et des implications. Une des premières choses, il est en lien avec la régulation. On manque de régulation à différents niveaux. Concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parfois, on a une politique qui concerne l'intégrité académique, mais à l'intérieur de cette politique-là, on doit commencer à penser comment est-ce qu'on va baliser, encadrer l'utilisation des intelligences artificielles dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage. Est-ce qu'on va pouvoir citer ChatGPT? Est-ce que je vais pouvoir dire ouvertement, pour mon travail, je me suis servi de telle ou telle intelligence artificielle? Puis on parle de ChatGPT, mais on sait que on fait face à une émergence. À tous les jours, il y a un nouvel outil qui va apparaître, qui va se perfectionner, qui va être intégré dans d'autres utilitaires, dans d'autres logiciels. Ça a été une de mes surprises, moi, de lundi à Montréal, d'entendre des enseignants qui, en général, disent au gouvernement « Touchez surtout pas à nos cours, dites-nous pas quoi faire », mais là, de dire « On a besoin de balises. Madame la ministre, s'il vous plaît, dites-nous où aller. » C'était impressionnant de ce discours-là, était très fort. Pas tout le monde, mais c'était quelque chose qui revenait beaucoup. On a parlé tout à l'heure de l'intégrité académique. C'est sûr que beaucoup d'enseignants ils sont inquiets par rapport justement à cet aspect-là. Puis tous les enjeux qui sont en lien avec l'utilisation des intelligences artificielles, les plagiats, l'intégrité intellectuelle, etc. Il y a des aspects, à mon avis, qui sont en lien avec des intérêts commerciaux. Parce qu'on voit que les technologies basées sur l'IA qui sont accessibles maintenant, on voit pour l'instant 2-3 joueurs majeurs. Puis, ça amène aussi à certains aspects ou certains enjeux qui sont en lien avec le monopole de la connaissance. Parce qu'il faut savoir que lorsque je suis une entreprise, une organisation, je vais avoir aussi mes intérêts. Puis, ça peut avoir un impact sur pour les utilisateurs, pour les gens qui vont l'utiliser. Puis, il y a beaucoup de questions par rapport à, justement, l'incidence du privé dans l'éducation, comment ça va se placer. Il y a des aspects qui sont en lien avec les biais.
que ce soit les biais en lien avec les algorithmes, avec les informations, parce qu'il faut savoir que derrière la machine, puis peut-être je suis certain que je suis en train de vous dire des choses que vous savez déjà, mais les données qu'on utilise pour entraîner la machine ont été préalablement sélectionnées. Donc, on pourrait justement véhiculer certains biais à l'intérieur de ces données-là. Puis là aussi, on nous rappelle que nos propres biais cognitifs sont une couche qui s'ajoute aux biais que la machine nous fournit. Alors, oui, effectivement, il y a les biais algorithmiques, les biais de l'information, mais il y a aussi les biais de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a un aspect très intéressant, c'est en lien avec la représentativité, donc les genres, la diversité. On voit que, puis si on fait la recherche, on voit que l'intelligence artificielle, il demeure un domaine masculin. Il y a moins de femmes qui sont en train de développer, contribuer. Est-ce que ça peut alimenter aussi certains biais? Probablement. Donc, à Montréal, lundi, il y avait une présentatrice qui nous montrait, elle avait demandé à Midjourney, donne-moi une image de PDG. Évidemment, c'était tous des hommes en cravate. C'est pas blanc. Puis, il y a des aspects qui sont en lien avec l'accessibilité. Puis là, je parle pas de l'accessibilité en termes d'expérience utilisateur, je parle vraiment de l'accès, de la possibilité des gens à utiliser. Des accès qui sont en lien avec des aspects que, on a ici des connexions presque partout, donc on peut accéder, mais ce n'est pas la réalité dans le monde. Puis c'est un enjeu mondial. Il y a aussi mes possibilités d'utiliser ou de bien utiliser, bien me servir de cette machine-là, de ce potentiel-là. Puis, parfois, il y a des aspects qui sont en lien avec l'accessibilité en termes économiques. Est-ce que, on sait qu'on voit une petite différence entre la version 3.5 de ChatGPT puis la version 4. Je sais aussi que si j'utilise la version gratuite, parfois, ça ne fonctionne pas. J'ai un temps d'attente, c'est pas très, très fluide. Est-ce que mon collègue qui peut payer une licence va être avantagé d'une certaine façon? Parce que probablement, et puis on revient aux intérêts commerciaux, c'est sûr qu'on les voit, l'entreprise elle va favoriser l'utilisation, il va d'une certaine façon favoriser la souscription, payer, vous allez avoir une réponse plus rapide, etc. Vous allez pouvoir accéder à nouvelles fonctionnalités plus rapidement. Donc, est-ce que ça crée une certaine problématique, quelque part, d'accessibilité? Vous comprenez qu'on rattache encore tout ça à l'éducation puis à la formation. Donc, enjeu de flexibilité, enjeu de biais, enjeu d'intégrité, tout ça, mais toujours dans l'idée de on veut former des gens, nous, à être les meilleurs citoyens possibles. Puis, Donc, on dit, voilà, une piste de solution. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de questions, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais une des pistes de solution, c'est de sensibiliser, d'encadrer, reconnaître le potentiel, encadrer, baliser et sensibiliser, encourager ou promouvoir une utilisation adéquate. Puis, c'est quoi une utilisation adéquate? C'est vraiment d'utiliser, se servir de l'intelligence artificielle, mais en utilisant la pensée critique. C'est-à-dire que moi, je peux l'utiliser, mais je reconnais, je suis capable de reconnaître le potentiel, mais aussi les défis. Je sais que la qualité de la question, de la requête, a un impact sur la qualité de l'information que je peux obtenir. Je sais aussi que pour pouvoir vraiment tirer profit de ces potentiels-là, je dois quand même connaître les sujets pour lesquels je pose des questions. Parce que sinon, probablement, si je ne suis pas capable de l'analyser de façon critique, peut-être que, finalement, j'obtiens des fausses informations, des informations inexactes, parce qu'il y a un enjeu, probablement, vous avez écouté et entendu parler de l'effet des phénomènes d'hallucination, puis la différence entre information véridique puis information vraisemblable. Puis la machine, si vous savez tester la machine, si vous savez tester, ChatGPT, probablement, pour certaines questions, ça va nous dire n'importe quoi.
va nous donner une information qui n'est pas nécessairement exacte, mais dans la structure, il est vraisemblable. Si on ne lit pas avec attention, si on fait copier-coller, peut-être qu'on est en train de donner des réponses qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis, il y a aussi des questions qui sont en lien avec c'est quoi la connaissance, c'est quoi l'apprentissage, quel type de tâches je peux déléguer en tant qu'étudiante, en tant qu'apprenante, sans nuire à mon propre apprentissage. Parce que on sait que l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on vit, que c'est interne, tandis que la recherche d'information, le traitement de l'information, c'est quelque chose que je peux déléguer. Mais de quelle façon le faire pour ne pas nuire à mon apprentissage? Il y a des aspects intéressants par rapport à l'exploration versus l'exploitation, la découverte, la créativité versus l'optimisation. Donc, puis... Une des choses que Colin de la Higuera nous mentionnait hier, c'est que, paradoxalement peut-être, l'habilité d'écrire va devenir moins importante. Des outils vont nous permettre d'écrire rapidement, mais l'habilité de lire, puis par lire, il voulait dire bien sûr pas lire en diagonale, mais lire en profondeur, comprendre, être capable de synthétiser, résumer, comprendre rapidement que oui, ce texte-là, ça se tient, ou c'est bien argumenté, c'est bien structuré, bien ça va devenir de plus en plus important. Probablement parce que ces textes-là vont se multiplier à partir du moment où on peut automatiser leur génération. Puis il y a des aspects qui sont en lien avec l'utilisation, puis le fait de promouvoir une utilisation responsable, c'est-à-dire choisir quand utiliser, dans quel contexte, puis pourquoi l'utiliser, puis qu'est-ce que j'obtiens. Donc là, ici, il y a un petit diagramme où on dit, ah voilà, est-ce que je cherche vraiment un résultat véridique? Si oui, sinon, probablement l'utilisation peut être appropriée. J'utilise ChatGPT pour nourrir ma créativité, simplement pour le plaisir, pour la découverte, pour l'exploration. Mais est-ce que je l'utilise dans un contexte d'apprentissage pour m'aider dans la rédaction d'un travail? À ce moment-là, est-ce que je connais assez bien les sujets pour pouvoir juger, pour pouvoir vraiment, avant de m'approprier, puis voir si c'est pertinent, les réponses ou l'information qu'il me propose, je suis capable de le reprendre, de me l'approprier, puis retravailler. Avec ça, est-ce que je suis disposée à assumer les responsabilités de l'utilisation? Est-ce que si, mettons, j'utilise ChatGPT, mais finalement, mon prof me dit, mais dans les cas de mon cours, je ne veux pas que tu utilises cette technologie-là. Donc, je vais devoir répondre pour mes actions. Donc, si je suis capable d'assumer ces responsabilités-là, peut-être que l'utilisation sera appropriée. Dans tous les cas, peu importe la décision qu'on prend, on recommande de poser toujours un regard critique. Parce que, on sait que ce n'est pas infaillible et on peut obtenir des réponses, des informations qui ne sont pas nécessairement correctes, adéquates, etc. Je vous parlais on a des spécialistes à l'université. Anne-Sophie Hulin est une jeune professeure qui vient d'être embauchée il y a à peu près 2 ans. Sa spécialité, c'est le droit et l'intelligence artificielle, donc les aspects juridiques. Et je l'interviewais, puis elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est cette idée de l'utilisateur lui-même est responsable. On a souvent tendance à dire, à se voir comme consommateur, puis dire, c'est le producteur de l'information ou c'est le producteur du bien qui est responsable si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Mais elle dit non, en tant qu'utilisateur, je suis responsable, je ne subis pas l'intelligence artificielle, je fais le choix de m'en servir et donc, je suis responsable de l'usage, du contexte dans lequel je m'en sers. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui risque de revenir souvent. Puis que c'est en lien justement avec l'utilisation responsable. Un constat concernant l'impact sur le domaine de l'enseignement, il y a un changement de paradigme qui est en train de se consolider, puis probablement va se consolider prochainement, où on voit la posture de l'enseignant. Donc, en tant que détenteur du savoir,
Puis la posture de l'enseignant, quelqu'un qui va guider, qui va accompagner, qui va soutenir l'apprentissage. Et on sait, on sait que ça va changer. L'émergence des intelligences artificielles, mettons de ChatGPT, etc., va avoir probablement un impact assez important sur la perception, la conception de l'enseignement. C'est quoi enseigner, mais c'est quoi aussi, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Je dis souvent, pour qui a pris acte du fait qu'à partir du moment où Internet est accessible partout, l'enseignement a été changé. À partir du moment où l'information est très accessible et très abondante, bien, le prof ou la personne en avant n'est plus la seule détentrice de savoir. L'information est partout. Vous avez juste à penser même au niveau architectural à comment c'est fait un amphithéâtre. Hein? Toute l'attention est dirigée vers un seul point à l'avant. Puis l'acoustique est même organisée pour qu'on l'entende très, très, très bien. C'est pas pour rien que les locaux de classe sont en train de se transformer plutôt pour du travail d'équipe, plutôt pour des endroits où, justement, l'enseignant se promène plutôt. Alors, cette posture-là, bien, en tout cas, des services de soutien à la formation comme le nôtre, ça fait une vingtaine d'années qu'on dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour le magistral, mais de façon générale, il faut penser autrement la fonction d'enseignant. Et là, je pense que pour quelqu'un qui a déjà fait ce switch-là, sans dire que les IA génératives ne poseront pas de problème, bien, ça les énerve moins, en tout cas. Quelqu'un qui est encore vraiment dans un enseignement complètement axé sur la transmission de connaissances, où lui ou elle, comme personne enseignante, c'est la personne qui répond aux questions, bien là, il y a une machine qui répond aux questions. Fait que ça, c'est fréquent au niveau de l'identité professionnelle. Donc, on sait aussi, puis ça, c'est une inquiétude majeure peu partout, c'est la question des évaluations. Qu'est-ce que nous évaluons maintenant? Comment nous pouvons évaluer? Donc, alors, on sait, on constate qu'avec l'émergence de ce type de technologie-là, l'enseignement, l'apprentissage, ce sont des domaines qui sont toujours en train d'évoluer. Puis parfois, les changements à niveau technologique ils ont un impact assez important dans les domaines de l'éducation. Puis dans ces cas-ci, les évaluations vont se voir, il va y avoir des impacts. Puis on commence déjà à penser. Donc, qu'est-ce que nous pouvons évaluer? De quelle façon? Quels vont être les outils que nous pourrons utiliser? Puis il y a des aspects qui, on voit qu'ils commencent à prendre, ils font partie des réflexions. L'importance du contexte d'apprentissage, c'est-à-dire le contexte où l'étudiant est en train d'apprendre tous les côtés sociaux de l'apprentissage, la valeur de l'interaction. Donc, lorsqu'on parle de pédagogie, on dit, voilà, il y a une interaction pédagogique entre l'enseignant, les étudiants, avec ses collègues, etc. On apprend dans cet écosystème-là. Donc, là, c'est l'interaction humaine qui donne du sens à ces processus-là. On peut se focaliser plus sur les processus, on peut mettre en valeur les côtés sociaux de l'apprentissage. Donc, il y a aussi d'autres aspects qui sont alliés avec l'expérientiel. On sait que l'apprentissage, je peux poser des questions à la machine, je peux utiliser ChatGPT, Perplexity, etc. pour poser des questions, pour obtenir des réponses. Ça peut m'aider énormément. Mais l'apprentissage, c'est quelque chose que ne le fait pas la machine. C'est moi qui va apprendre. Donc, elle ne pourra pas prendre ma place. Donc, tout ce qui a lien avec l'expérience pratique, la réflexion critique. Donc, aussi la capacité d'analyse, on a mentionné tout à l'heure la capacité d'analyser l'information, même si je me sers de la machine, être capable de valider, d'analyser, de jeter un regard critique sur l'information que j'obtiens. Ma capacité aussi d'argumenter, d'expliquer, puis de comprendre en profondeur ce que je suis en train de recevoir comme information. Probablement, le travail en collaboration, c'est quelque chose qui pourra nous aider aussi lorsqu'on pense, puis je dis nous aider, lorsqu'on pense, voilà comment nous pouvons évaluer, quels seront les outils, les méthodes qu'on pourra mettre en valeur pour, d'une certaine façon, donner du sens à l'apprentissage, puis motiver, maintenir aussi le niveau de motivation, parce qu'on sait que parfois, il y a certaines technologies qui sont un petit peu
Je ne sais pas si je peux me permettre de dire, il peut démotiver un petit peu. Pourquoi je vais devoir apprendre tel concept si de toute façon, j'ai de la connexion partout, puis je peux poser la question. Avant, on le faisait avec les moteurs de recherche, précédemment avec ChatGPT. Probablement, la semaine prochaine, on va voir d'autres logiciels qui vont nous aider. Pourquoi apprendre alors? Si l'information est là, à la portée de la main, pourquoi apprendre? Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec la recherche des sens de redéfinition du concept. Puis là, parfois, on parle des niveaux cognitifs en pédagogie, puis il y a une taxonomie, la taxonomie de Bloom, qui est pas mal critiquée, mais au moins, on l'a repris, on sait, on est conscient qu'il n'est pas complètement accepté, qu'il y a beaucoup de critiques autour par rapport aux limites de cette taxonomie-là. Mais de toute façon, c'est quelque chose d'intéressant au niveau de l'illustration du visuel parce qu'on dit, voilà, il y a des activités de bas niveau cognitif, il y a des activités qu'on appelle des hauts niveaux cognitifs. Si on regarde, plus on va vers la créativité, plus on est en haut de la pyramide. Mais pour pouvoir développer ces compétences-là, d'abord, je ne peux pas envisager d'écrire un roman sans savoir écrire. Je peux avoir l'idée dans la tête, mais passer à l'acte d'écrire, ça va demander quand même d'aller chercher ces compétences-là. Est-ce que ces compétences-là, ils vont être d'une certaine façon compromises? Parce que parfois, c'est les compétences les plus, comment puis-je dire, fastidieuses. Parce que je m'écoute, pourquoi je dois apprendre à faire une bibliographie si de toute façon, il y a des machines qui peuvent faire à ma place? Quelle est l'importance de ces... Pourquoi apprendre à argumenter si je peux utiliser ChatGPT? Pourquoi apprendre l'arithmétique si de toute façon, il y a beaucoup d'outils qui vont me permettre? Ils sont à la portée de la main. Puis je peux l'utiliser partout. Et là, mais parfois, ces compétences-là de base, ce sont des compétences que même s'ils semblent fastidieuses, de base, etc., vont me permettre d'arriver aux compétences de haut niveau. Puis les compétences de haut niveau concernent la créativité, d'une certaine façon. Ma capacité, mon esprit critique, ma capacité de créer. Puis l'autre jour, j'avais une toute petite analogie concernant l'optimisation puis la créativité. Moi, je suis habituée à utiliser Google Maps pour aller de Sherbrooke à Montréal. J'utilise Google Maps. Habituellement, je l'utilise parce que ce logiciel-là va me proposer les chemins optimaux pour arriver. Oui, puis je peux arriver rapidement. Mais j'accepte cette proposition-là, je m'en vais à Montréal, mais peut-être que si un jour je la laisse de côté, ou je décide de chercher plus en profondeur pour voir, mettons, aller à Montréal par des chemins secondaires, connaître les paysages, découvrir les stries, voir d'autres choses différentes. Donc, je sais que l'analogie est un petit peu loin de l'idée de créativité, mais peut-être que si je demande à la machine de répondre à la question, je vais avoir une réponse qui est, d'une certaine façon, l'intelligence va essayer de me donner une réponse la plus optimale possible, mais peut-être qu'elle n'est pas nécessairement la plus créative, la plus innovante. Donc là, on parle vraiment d'aller chercher, d'exploiter quelque chose qui est en lien avec notre singularité. Puis au-delà de la créativité, cet esprit d'analyse, puis le savoir expérientiel dont tu parles, moi j'ai des adolescents qui utilisent Google Maps pour se promener, évidemment. Et mon fils, à un moment donné, me dit, « Papa, on s'en va à Montréal, il faut prendre la 55. » Je dis, « Pardon? » Ben oui, ça me suggère la 55 comme chemin. Effectivement, il y avait des travaux sur la 10, donc j'ai dit, « Mais non, mais je suis sûr qu'il y a moyen de contourner la 10 sans passer par la 55, c'est ridicule. » Mais lui, il ne s'est même pas posé la question parce qu'il ne connaît pas sa carte du Québec. Alors, je trouve que, en tout cas pour moi, cette analogie-là, Google Maps, permet de voir cette espèce de différence entre ce que la machine peut nous donner comme réponse et une certaine connaissance de terrain, disons, qui permet, disons, d'être capable d'analyser puis de vérifier, de valider est-ce que
La réponse officielle, c'est la bonne ou pas. Et bien, un peu ce qu'on disait avec Alexandra, c'est l'enjeu devient vraiment de comment, en tout cas pour moi, comment on va motiver. Dans l'optique où une des réponses qu'on voit tout le temps dans la littérature dans le moment, c'est à partir du moment où on a des intelligences artificielles, il faut développer les compétences de haut niveau. Alors, c'est le haut de la pyramide. Sauf que le bas niveau, lui, est-ce qu'on ne va pas perdre intérêt? Puis là, il va vraiment avoir un enjeu de motivation. Est-ce que c'est encore intéressant d'apprendre comment se rendre d'un endroit à l'autre si j'ai Google Maps de toute façon? Moi, je ne connais pas le numéro de téléphone de ma blonde. J'ai honte de le dire. Mais j'ai un piton puis je suis capable de l'appeler. Mais j'ai complètement oublié d'apprendre des numéros de téléphone. Mais tant que c'est des numéros de téléphone, c'est peut-être pas si grave. Quand ça va être effectivement des choses de base. Je pense qu'on a fait... Oui, on a fait le tour. On vous donne quand même, en tout cas ceux qui auront accès, un certain nombre d'ouvrages sur lesquels, entre autres, Alexandra s'est basée. Je dirais que pour nous, ça va vraiment être les 3 messages qu'on va vouloir frapper régulièrement, ou en tout cas marteler au SSF. C'est cette idée de changement de posture. Donc, de dire, enseigner pour tenir compte du fait qu'il y a une abondance d'informations. Développement des compétences de haut niveau, c'est forcé. Puis normalement, à l'université, on devrait être rendu là. Mais bon, en sachant très bien que ça pose des questions par rapport aux compétences de base. Puis la 3e chose, c'est cette idée d'utilisation éthique. Quand est-ce que je m'en sers? Pourquoi je m'en sers? Est-ce que je m'en sers en sachant que je vais être responsable de l'utilisation que j'en ai faite? On parlait à des médecins qui nous disaient « C'est pas la fin du monde que mes étudiants ne connaissent pas par cœur les 14 symptômes du lupus. Mais il faudrait qu'ils en connaissent 4 ou 5 par cœur. Ils ne pourront pas à chaque fois aller regarder, parce qu'en médecine, entre autres, ils servent énormément des intelligences artificielles. Ils ne pourront pas à chaque fois, par souci d'efficacité, aller voir, coudonc, c'est quoi cette maladie-là? Il faut au moins qu'ils en connaissent quelques-uns pour pouvoir dire, ça ressemble à du lupus, je vais aller voir. Puis là, j'ai ma liste de 14, puis là, je peux les descendre un après l'autre pour dire, ouf, il y en a 7 sur 14, ça commence à ressembler à ça. Mais si j'en connais aucun, si je n'ai pas cette compétence de base-là, je ne suis même pas capable de m'en aller vers ce diagnostic possible. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, Alexandra.